Nous nous connaissons bien, et pourtant nous ne savons pas grand-chose les uns des autres. C'est le hasard qui nous a réunis dans cette aventure. Certains ne se sont rencontrés qu'à bord du San Gotardo. Je propose de mettre sur la table, métaphoriquement parlant, nos compétences. Moi, je suis imprimeur, philosophe, ce qui n'a aucun intérêt. Et j'écris de remarquables articles incendiaires, ce qui en a encore moins au milieu de nulle part, a dit Don Marco, en souriant comme pour s'excuser de compétences aussi inutiles. Moi, je suis équilibriste, funambule, précidigitateur, de foire et roi de l'évasion. Et je sais aussi pêcher, a dit Giancarlo, qui s'est vendu d'une merveilleuse pirouette dans les airs en tournant sur lui-même pour retomber sur ses pieds. Ce qui lui a valu les applaudissements de l'assemblée. Moi, je sais broder, a dit Béatrice, les yeux timidement baissés. Moi, je suis professeur, a dit Arpaia. Je sais tirer au fusil, même si les saloperies qu'ils nous ont données ne serviront à rien d'autre qu'à tuer des lapins, et encore à moins de 10 mètres. Je peux enseigner à lire, donner des cours de chimie et de géographie, d'histoire de l'Empire romain, d'astronomie et aussi d'anglais et de français. Tu parles espagnol ? A demandé Don Marco. Arpaia a fait non de la tête. Moi, un peu, a dit Paolo. Je suis chauffeur de tramway et je sais jouer du violon. Moi, j'ai été infirmière et prostituée, a dit Laetitia, en lançant un regard de défi à la ronde pour voir si quelqu'un osait penser que ces métiers ne valent pas les autres. Je suis traductrice du russe et de l'allemand, a dit Mémé Grimaldi, et poétesse, a-t-elle ajouté avec une pointe de timidité insoupçonnée chez celle qui, non seulement incarnait la sagesse et la détermination à nos yeux, mais ressemblait aussi à un tableau de la Renaissance vivant. Le myope Silvio s'est dit Carrier. J'ai été soldat, et ensuite, Marina et moi avons été concierges dans un asile, a dit Ignazio. Et son épouse Marina a acquiescé. Les jumelles Vidali ont acquiescé aussi, car elles les connaissaient bien. Moi, je ne sais rien faire d'utile, a dit Luca Ferraiello. Et d'inutile ? A demandé Mémé Grimaldi. Je sais boxer, je chante et je cuisine plus ou moins bien. Je sais cuisiner aussi. Je suis peintre et quand j'étais jeune, j'ai été modèle pour plusieurs sculpteurs célèbres, a ajouté Mémé Grimaldi timidement. Nous, on sait faire du vin, a dit un des 3 frères de Zanto, le plus jeune qui servait généralement de porte-parole aux 2 autres taiseux. Moi, je sais chasser le lapin, l'écureuil et le singe au lance-pierre, et je sais lire le journal, ai-je dit, après avoir fait transpirer ma courte mémoire. C'était tout. Ils se sont regardés les uns les autres, nous nous sommes regardés les uns les autres, pendant un bon moment. « On va crever de faim !» a conclu Mémé Grimaldi, ce que tout le monde pensait tout bas. Paco Ignacio Taibodos nous conte d'en revenir à Naples l'exil et l'esprit anarchiste qui habite un groupe d'Italiens venus changer de vie au Mexique vers 1900. Avec la liberté qu'accorde la fiction, l'auteur joue de raccourcis historiques et crée de légers anachronismes et discordances de lieux, lui permettant de renforcer le caractère extraordinaire des aventures rencontrées par ses protagonistes. Historien des mouvements révolutionnaires, ces tours de passe-passe littéraires sont parfaitement maîtrisés et c'est avec plaisir qu'on se laisse guider dans les souvenirs du personnage principal, Lucio Doria. Dans ce roman, il y a 2 décors, le Mexique, Veracruz, vers 1900, et Naples, à la fin du XXe siècle. Lucio Doria, jeune adolescent, embarque avec une poignée d'Italiens pour le Mexique, se faisant passer pour un paysan prêt à répondre à l'offre officielle d'exploitation des terres agricoles proposée dans le cadre d'une politique de colonisation organisée. Arrivé en Amérique centrale, Lucio se retrouve avec les autres Italiens à qui on confie une terre, à exploiter et à défendre des Indiens. Mais dans ce groupe d'Italiens, pas de paysans, ni de véritables colons. Les enfants sont venus fuir la misère et les adultes rêvent de mettre en place un système magonisme, anarchiste libertaire. Leur communauté s'appelle les Magnolias, et comme ces arbres, ils se laissent vivre et profitent avec oisiveté de leur temps, ce qui ne plaît guère aux gouverneurs. S'en suivront de nombreuses péripéties et des discours grandiloquents, symboles du « v'là que je t'embrouille » à l'italienne, pour échapper aux persécutions du chef de canton mexicain. Et dans tout ça, l'Italie. Car si le personnage, à la fin de sa vie, décide de revenir où tout a commencé, de fermer la boucle tout en contant son récit, l'Italie ne l'a jamais vraiment quitté. L'anatopisme qu'il pense éprouver disparaît dès qu'il met le pied sur le sol napolitain. Le dialecte de son enfance revient en même temps que les affres de sa vie mexicaine cherchent l'apaisement. Et pour rythmer cette narration, un chœur de femmes qui étendent leur linge au balcon des rues escarpées de Naples et qui tchatchent et commentent le récit comme si elles regardaient un feuilleton dont elles connaissaient tout
des protagonistes. Page 69, encore un extrait. Au coin d'une ruelle, là où les balcons se rapprochent les uns des autres, une troisième femme prend part à la conversation de ces derniers jours. Maigre, vêtue de deuil, voisine de la grosse dans la coursière de gauche. Étant donné l'étroitesse des balcons, elle n'était pas loin, pas plus de 3 mètres. Mais comme elle se refusait à élever la voix, on n'entendait pas très bien ses arguments. Elle n'étend pas de linge à sa fenêtre. Elle sort quand le soleil faiblit et boit du thé, à ce qu'elle prétend. Ses voisines sont certaines que la petite tasse en porcelaine contient de la grappa. « Toi qui sais tout, Leonora, que leur a dit le cacique ?» Il leur a proposé un prêt de 1000 pesos à 7% par mois, offert du fil barbelé pour les clôtures, donné une poudre contre les tiques et les a avertis que leurs voisins indiens étaient sauvages, que leur hostilité avait déjà provoqué des échanges de coups de feu. Et au passage, il leur a proposé un prix défiant toute concurrence pour 2 Mauser, des munitions, un Colt Navy et 3 fusils de chasse. « Quel salaud !» disent les voisines, qui ont définitivement pris parti pour les Indiens dans cette histoire. Pour elles, les grands propriétaires sont des casse-couilles partout dans le monde, la chose étant de notoriété publique, bien que la télévision n'en parle pas. « Vous connaissez son nom ?»« Monsieur sans vergogne, » répond la grosse. « Sacro-sainte vergogne. Il s'appelait Pedro Luis Torrenzas, mais il n'était pas de là-bas, pas d'ici non plus. Il venait d'Oviedo. »« Tout s'explique, » dit Severina, qui connaît la réputation de sournois des habitants d'Oviedo, au nord-ouest de l'Espagne. Il a essayé de leur refiler de vieux fusils. Ils ont accepté ? Non, répond la femme de l'autre côté du balcon en buvant une gorgée de thé. Par la suite, ils ont acheté une Remington à répétition à un marchand ambulant gringo. Mais bien plus tard. Et avec quoi ? Ils n'avaient pas d'argent. Avec un calice en argent que Doria a volé dans l'église de Misantla. Ça aussi, c'était bien plus tard. Les 3 femmes font le signe de croix en s'assurant que personne ne les voit depuis la rue. Bonne lecture. Merci.